Jean Moulin. C'est un Youpi. Vive le Québec. Bonjour et bienvenue sur la PNIX, émission du Journal International sur votre radio étudiante, le troisième lieu, première émission de l'année. Nous procéderons désormais autrement que les autres années, puisque nous aborderons cette année des thèmes différents, suivant des zones géographiques. Vous retrouverez pour l'un, donc évidemment, notre équipe que je vais vous présenter dans un instant. Pour l'Amérique latine, vous retrouverez l'équipe d'Aya Aboulay que vous avez connue l'an dernier. L'Afrique, Nicolas Klingelschmidt qui est venu faire plusieurs chroniques sur l'Afrique, entre autres. Et puis enfin, sur le Moyen-Orient, Marianne Lefort. Nous saluons bien entendu, en ce jour de rentrée, nos associations partenaires, à savoir Polygone, l'association Droit Sciences Politiques de l'Université Jean Moulin à Lyon 3, le Lyon Moon, ainsi que nos bien-aimés Manque pas d'air. Voilà, sans plus tarder, avec nous cette semaine, j'ai l'honneur de vous présenter Joséphine Merle. Bonjour Joséphine. Bonjour Flavien, bonjour tout le monde. Alors de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on va parler de l'Inde et plus précisément de l'origine du conflit indo-pakistanais autour de la question du Cachemire. D'accord, merci avec ce nom très compliqué. On a hâte de t'entendre avec toi. Juste à côté, à ta droite, c'est très radiophonique, à ta droite nous avons Augustin Fanchon. Bonjour Augustin. Bonjour mon cher Flavien. Oui, alors Augustin, de quoi tu vas nous parler cette semaine ? Alors moi, écoute Flavien, ça va être sur les politiques indiennes et pakistanaises au Cachemire. Ensuite, enfin, Hugo Joly. Bonjour Hugo, c'est ta première fois que tu fais une chronique qui n'est pas l'actualité internationale de la semaine. Oui, exactement. Je me suis dit qu'en changeant d'année, il fallait aussi changer d'habitude. Alors, pourquoi pas essayer de nouvelles choses. Et donc, oui, je vais présenter aujourd'hui, après la présentation du cadre et du conflit, je vais prendre un peu un cas particulier pour essayer de bien faire comprendre à quel point c'est le bazar dans cette région. Les conditions de vie, c'est ça, l'insécurité, conditions etc. de vie, les inégalités au point de vue du droit, enfin bref, les problèmes culturels qui touchent le secteur. D'accord, eh bien on a hâte de t'entendre également. Je vous ferai après ta chronique une petite chronique, toute petite, toute rikiki, mais assez intéressante, j'aimerais vous le dire, sur les relations cette fois-ci sino-indiennes qui sont... en plus d'être passionnantes, assez mouvementées. Donc je vous en parlerai, mais ensuite nous aurons, et c'est un plaisir immense que je prononce ce doux nom avec mes lèvres pulpeuses, Mathieu Olanier. Bonjour Mathieu. Merci beaucoup Flavien, bonjour tout le monde. Alors moi ça va être plus léger, je vais parler du conflit indo-pakistanais mais sous le prisme du soft power. Voilà, il faut qu'on arrête de dire indo-pakistanais à chaque phrase. Mais bon, on va en reparler, c'est normal, c'est le thème de l'émission. Et enfin, nous avons la petite touche culture, puisque nous avons besoin de culture en permanence dans notre vie. Bien sûr. Lucille Lefebvre, bonjour. Bonjour. De quoi tu vas nous parler, toi ? Sans trop nous en dire, bien sûr. Alors, je vais parler musique engagée, je vais parler de la situation culturelle au Cachemire et puis suspense, je vous dirai après. D'accord. Teasing. On a hâte. On verra, écoute, peut-être que ce sera nul, qui sait. Non. Stop. Bon, on embraye tout de suite. Joséphine, c'est à toi. D'accord, merci Flavien. Bon, du coup, moi, je vais vous parler un petit peu des origines du Cachemire, parce qu'il me semble important de faire une petite piqûre de rappel sur cette région, parce qu'on ne parle pas de la matière, évidemment. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas... Énorme blague. Merci. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une région montagneuse du sous-continent indien, au nord-ouest de l'Inde et au nord du Pakistan. Je vais faire un petit rappel étymologique pour essayer de mieux connaître cette région. Du coup, Ka en sanskrit signifie eau. Et Chimir signifie desséché. Donc techniquement, c'est une zone desséchée, le Cachemire. Ça donne pas quand même envie comme région. Oui, ça donne envie. Flavien, toi qui fais de l'hindi, qui est un petit peu la continuation du sanskrit. Je parle couramment, d'ailleurs, j'aimerais vous le dire. Non, j'apprends. Non, par exemple, je pourrais dire en sanskrit que Mathieu est Simir, desséché, c'est ça ?
Chimir. Ah, du coup. Chimia. Moi, je suis excusez-moi. desséché. Non. Ah. Non. Ça va alors. Non, je Augustin m'excuse. l'est par contre. Ah, Un petit peu, ouais, Un j'avoue que petit des peu. fois je suis un peu desséché. Oui, de- c'est pour ça en train de- c'est pour Bah, ça- voilà, Alors, voilà, on quoi, les se samedis passera matins. de ces C'est pour ça qu'il boit informations. beaucoup d'ailleurs. Exactement. Mais pas que de l'eau. Non, boire avec modération, tout ça. Enfin bref, du coup, si cette théorie de eau desséchée ne vous plaît pas, d'autres penseurs estiment que ce serait la contraction de Kashyap-Mira ou Kashyap-Mir, qui signifierait mer ou montagne de Kashyapa. Kashyapa qui serait le sage qui aurait vidé le lac de Satisar, que Cachemire était avant d'être récupéré. D'accord. Voilà. C'est tellement poétique. Ouais, c'est intéressant C'est quand beau, même. n'est-ce hein. pas? J'adore. C'est vrai qu'il y a un mec qui a vidé un lac tout seul. Quoi. Rapidement, petit rappel historique. Au 8e siècle après Jésus-Christ, évidemment, Cachemire devient un État conquérant, prospère, indépendant et culturellement sanscrit. Puis, au 14e siècle, il y a l'introduction de l'islam dans cette région. Ouais, donc, de manière globale, ils vont évoluer avec différentes religions. Donc, je fais un petit saut dans le temps après, avec la naissance de Jammu et Cachemire en 1846, après la colonisation britannique, lorsqu'elle va passer sous la souveraineté du Maharaja de Jammu. Voilà. Ensuite, en 1947, nous avons la partition des Indes. Donc, Cachemire est rattachée au dominion de l'Inde, mais elle va être partiellement envahie par le Pakistan à la suite de la première guerre indo-pakistanaise. C'est là que ça devient intéressant. Du coup, le Cachemire, ça devient un peu compliqué, il faut écouter à ce moment. J'ai vu Mathieu bailler quand même. Elle m'a Merci, perdu. Mathieu. Il faut être concentré là, parce que le Cachemire va être divisé du coup en 3 parties. La partie pakistanaise au nord du Cachemire, pardon. Donc là, excusez ma prononciation, je connais pas vraiment les sonorités indiennes. Du coup, la partie pakistanaise s'appelle Azad Cachemire et Gilgit-Baltistan, je suppose. La région ensuite de l'Aksai Chin et de la vallée de Shaksgam au nord-est, qui est donc frontalier à la Chine et qui appartient à celle-ci, car elle a été cédée par le Pakistan à cette dernière. Et ensuite, bien évidemment, la région de Jammu et Cachemire qui appartient à l'Inde, bien que celle-ci revendique la totalité du territoire. Voilà, et il faut aussi savoir que ces territoires sont séparés depuis 1949 par une zone de contrôle, c'est-à-dire il y a une limite entre les deux. Une frontière quelque part. Une frontière, exactement, avec plein de barrages de police. Mais un peu Voilà. à la Corée du Sud, Corée du Nord ou... Peut-être moins strict, mais en attendant, il y a énormément de policiers. Il et se, du coup, il de se tire un barrages. peu dessus parfois quand même. C'est assez complexe. C'est pour ça que je vais faire un petit récapitulatif aussi sur les guerres, parce qu'il y en a eu plusieurs, entre le Pakistan et l'Inde. Donc la première, dont j'ai déjà un petit peu parlé, a débuté en 1947. Elle est appelée guerre du Cachemire, donc ça nous intéresse un petit peu. Donc il s'agit de la partition de l'Empire britannique des Indes, qui a été lancée par le mouvement de la Ligue musulmane, qui souhaitait en fait une indépendance dans un État entièrement musulman. Du coup, cela a abouti au Pakistan, cela a abouti au pays, le Pakistan, grâce à l'accord du Congrès national indien. Donc il y a vraiment eu un accord. Mais moi je comprends pas, Joséphine. S'il y a eu un accord, pourquoi il y a eu une guerre alors? C'est une bonne question en fait, parce qu'on pourrait croire que vu qu'il y a un accord, ça se fait dans la paix. Et en fait, le fait qu'on ait séparé ce pays, qu'il y ait eu un nouveau pays qui s'appelle le Pakistan, ça a amené le déplacement de 12 millions à peu près de personnes qui sont donc de différentes religions et du coup quand ils se sont déplacés, eh bien il y a eu des violences car ils n'ont pas les mêmes idéaux, etc. Donc forcément il y a eu beaucoup de morts, notamment au Pendjab et au Bengale parce que c'était des régions indiennes donc non musulmanes qui sont devenues musulmanes, etc. Voilà, heureusement, nous avons eu Mahatma Gandhi, que nous connaissons très bien. C'est arrivé en toge, j'imagine. Comme d'habitude. Point rouge sur la tête. Qui a mis fin, du coup, à ces conflits. Ensuite, nous avons la deuxième guerre indo-pakistanaise. Et alors comment elle débute cette guerre? Eh bien, j'y viens. En fait, elle dure d'août jusqu'au 21 septembre 1965. Et en fait, elle va débuter avec l'opération Gibraltar. Donc cette opération, elle a été lancée par le Pakistan, qui a envoyé quelques militaires en civil au Jammu et Cachemire de manière secrète pour créer des révoltes au sein de cette région et des actes de sabotage. Ce qui va évidemment entraîner des répliques indiennes et des contre-attaques violentes qui seront
heureusement stoppée par l'intervention du Conseil de sécurité des Nations Unies par une résolution exigeant l'arrêt des combats en septembre pour simplement revenir au statu quo, c'est-à-dire qu'ils vont reprendre les mêmes frontières qu'avant le conflit. Donc encore une fois, il y aura beaucoup de morts pour finalement pas grand-chose. Enfin, la Troisième Guerre, en 1971, qui va aboutir à l'indépendance du Pakistan oriental sous le nom du pays que nous connaissons aujourd'hui, Bangladesh. Donc sans rapport avec le Cachemire, je vais faire rapidement. Du coup, cette partie orientale qui est éloignée de près de 2000 km du Pakistan, à l'est, qui est dans l'Inde, se rebelle contre l'autorité d'Islamabad et elle sera soutenue par l'armée indienne. Donc, ce qui va encore plus créer des tensions entre les deux pays. Il y a juste une dernière confrontation en 2001-2002 suite à des essais nucléaires, car depuis 1998, il faut savoir que ces deux pays détiennent l'arme nucléaire, ce qui ne facilite pas les choses. Effectivement, oui. Voilà, depuis les relations sont toujours très conflictuelles, car le Pakistan refuse de quitter le territoire cachemiri tant que l'Inde ne fait pas le référendum proposé en 1949 par l'ONU, qui donnerait le choix en fait aux Cachemiris entre les deux pays, car celle-ci estime qu'elle ne le ferait seulement si le Pakistan se retire. Ce qui fait en fait une sorte de blocage. Évidemment, l'un ne veut pas car l'autre ne veut pas. Donc, nous sommes bloqués. On voit la situation complexe. Merci Très beaucoup complexe. Joséphine. Et justement, en petit complément, et pour faire la transition avec la chronique d'Augustin, moi je suis allé interviewer Monsieur S.R. Pravin, qui est reporter à The Hindu, qui est un journal national central en Inde. Alors lui, bon, c'est un peu compliqué, il est basé au Kerala en ce moment, donc c'est très loin du Cachemire, c'est à plus de 3000 km. L'Inde, c'est un pays absolument gigantesque. Mais même de là-bas, lui, il me dit qu'on ne peut échapper aux discussions sur le Cachemire en Inde. C'est toujours l'un des sujets qui génère des réactions extrêmement violentes et qui divisent la population. Et donc, je me suis dit, en tant que journaliste, peut-être, est-ce qu'il savait comment les médias indiens traitaient le sujet. Et donc, en fait, il m'a expliqué que les médias indiens ont toujours vu le Cachemire comme une question électorale. Parce que, donc vous devez le savoir, on va vous en parler tout au long de l'émission, c'est avec ce genre de thématique que le parti au pouvoir, Bharatiya Janata Party, donc le BJP, arrive à fédérer ses partisans. C'est le parti hyper nationaliste du Premier ministre, Monsieur Modi. Et donc c'est notamment dans des États comme, donc qui sont éloignés du Cachemire, mais l'Uttar Pradesh, le Rajasthan, le Madhya Pradesh, le Maharashtra, le Chhattisgarh, etc. Est-ce que tu prononces bien? Alors, écoutez, je m'entraîne, j'essaye. Je m'excuse par ailleurs pour cette mauvaise prononciation, sans doute. Mais enfin, il m'a expliqué qu'en gros, c'était grâce à des thématiques comme ça, oui, mais c'est chez nous, c'est pas chez nous, machin, polémique, que son parti arrivait à fédérer, en fait, des populations pour voter pour. D'ailleurs, il m'a appris que depuis que le BJP, je vais dire BJP, je ne vais pas répéter à chaque fois le nom du parti, depuis qu'il a pris le pouvoir, rien ne va plus au Cachemire. Il y a eu des émeutes en 2016, donc il a pris le pouvoir en 2014, il y a eu des émeutes en 2016 avec la liquidation du militant Burhan Wani par les forces armées, qui était donc un des chefs de file d'un groupe influent de séparatistes cachemiris, puisqu'il faut savoir qu'il y a plusieurs acteurs en jeu dans la région. Il y a évidemment l'État indien, l'État pakistanais, la Chine, mais il y a aussi les principaux intéressés qui sont le peuple cachemiri, les habitants. Et donc d'importantes manifestations ont éclaté. La police a commencé à utiliser des armes vraiment lourdes, comme des pistolets à plomb, qui ont causé de nombreux dommages, comme l'aveuglement de nombreux civils. Voilà, donc ce qui est d'horrible avec ça, c'est que les principales chaînes d'information indiennes, donc ce qu'on pourrait comparaître aujourd'hui avec BFM TV, avec iTélé, on va toutes les citer, avec France Info, avec Euronews, bon, vous voyez, plein de choses, eh bien, elles sont plutôt alignées depuis quelque temps avec cette idéologie. Et elles ferment les yeux la plupart du temps, ou du moins, elles ne mettent pas en avant les oppressions et les morts de civils. Voilà. Donc c'est un petit peu compliqué. Il m'a avoué que... Alors attendez, je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez quelles ont été les dernières élections au Cachemire ?
tout. Aucune idée. Vous avez- Dis-nous tout. Ah, dites-moi au hasard au moins. Non. c'est Avant bon. 49. Bah, Bim. sûrement en même temps que Maudit, on va dire en 2014. C'est presque ça, ça fait 2 ans. 2 ans qu'il n'y a pas eu d'élection ni au municipal ni au panchayat qui sont des gouvernements locaux. Normal, puisqu'en 2017, vous allez rire, enfin rire pas tellement, l'armée a attaché un homme à l'avant d'une Jeep comme un bouclier humain. Il l'a traîné Pas pendant drôle. plusieurs kilomètres C'est pas parce que vraiment drôle. hein, le Fabien. monsieur allait voter. Voilà. Ah oui. Et donc on s'étonne que donc les dernières petites élections qu'ils ont fait en 2017, on s'étonne qu'il n'y ait que seulement 2% de participation. Ça me rappelle ce qu'a fait Achille avec Hector. C'est Oui, vrai. Iliade. Oui, non, mais c'est vrai, hein, avec son petit Ça char ressemble et un peu, tout ouais. ça. C'est bien. Merci. Bonne référence. Justement, concernant la vie au Cachemire et la politique donc d'un des 2 acteurs principaux, le Pakistan et l'Inde, je crois qu'on a Augustin qui va nous en parler oui. assez précisément. C'est ça, Flavien, exactement. Bah écoute, tu as bien introduit mon sujet, puisque moi, c'est sur les politiques indiennes et pakistanaises de Cachemire. Alors, comme l'a dit Flavien, vous allez le voir, mais au fur et à mesure, mais le conflit entre les 2 pays est loin d'être terminé. Donc, moi, je vais vous parler de la partie indienne, donc qui s'appelle la région du Jammu et Cachemire. Alors, je crois que tu vas te focaliser pardon, sur les événements récents qu'il y a eu entre l'Inde et le Pakistan, c'est ça? Exactement, bien vu l'aveugle. Alors oui, alors cette région est aujourd'hui une des régions les plus disputées sur la planète, et qui dit disputée dit tension. Et c'est peu dire, puisque depuis le début de l'année, on dénombre environ 150 morts pour seulement un tiers de militants séparatistes. Et ça ne fait qu'augmenter puisque les tensions s'intensifient. C'est bien simple, si on compare à l'année dernière, il y a eu plus de 100 morts depuis le début de l'année que sur toute l'année 2017. Mais du coup, quelles sont les causes de toutes ces morts? Alors c'est une très bonne question Hugo, c'est bien. Mais alors en fait, le 1er avril dernier, la région a été le théâtre d'une des journées les plus violentes de ces dernières années. Suite à une opération des forces de sécurité contre des militants séparatistes supposés et un rassemblement populaire anti-Inde, 20 personnes ont perdu la vie. Un Alors, très mauvais poisson d'avril. ah ouais, très mauvais poisson d'avril. Alors dans ces 20 personnes qui ont perdu la vie, on a dénombré 4 civils, 13 militants suspectés et 3 soldats indiens et plus d'une 70aine de blessés. Mais c'est qui ces militants séparatistes et pourquoi tu dis que ce sont des supposés militants? T'as bien suivi, tu m'as bien écouté, c'est bien. Toujours. Alors oui, alors c'est une bonne question parce que les militants ils font partie Ah, du tu groupe vois Hurriyet. En fait, c'est une coalition musulmane séparatiste cachemiri. Et pourquoi supposer? Tout simplement parce que le Pakistan et la population civile cachemiri considèrent que l'Inde prétend opérer contre ce militantisme alors qu'il ne s'agit parfois que de simples civils. Mais c'est quoi l'intérêt des forces armées indiennes du coup? Parce que ça va créer encore plus de divisions. Oui, mais divisé pour mieux régner. Depuis ces dernières années, le Cachemire fait face à une nouvelle stratégie visant à perturber et empêcher les opérations de contre-terrorisme engagées par l'Inde. Mais du coup, les fusillades qui opposent les militants séparatistes aux forces de sécurité indiennes coûtent également la vie à de plus en plus de civils qui désormais se rapprochent des opérations pour caillasser les forces de sécurité. Alors comme tu l'as dit tout à l'heure Flavien, le problème c'est que ces forces de sécurité indiennes, elles répondent systématiquement par des tirs de plomb à air comprimé et parfois par des tirs à balles réelles. Vous imaginez donc les dégâts que ça cause pour les populations civiles. C'est comme si, on pourrait comparer, c'est comme si le Malawi il entrait en guerre contre les États-Unis. Enfin bon. En plus, pour éviter les harcèlements Sympa de la pour le Malawi. Cette médisance avec le peuple malawi. Ah bah oui, mais il fallait bien que ça soit pour quelqu'un. Alors pour éviter les harcèlements de la part des civils durant leurs opérations, les forces de l'ordre ont mis en place une nouvelle stratégie basée sur des opérations nocturnes se finissant aux premières lueurs du jour. Et c'est quoi du coup la réaction? C'est quoi la réaction du coup du Pakistan? En fait, le Pakistan il dénonce du coup régulièrement les agissements de l'Inde, mais du coup l'Inde répond aussi en accusant également son voisin. En fait, le gonflement du conflit accroît les échanges de tirs d'armes à feu et de mortier le long de la ligne de contrôle. Alors en fait, The Indian Papers a titré cette année la guerre des violations de cessez-le-feu. Alors selon le gouvernement indien, il y a eu 633 violations du cessez-le-feu au cours des 2 premiers mois de l'année qui ont entraîné la mort des 2 premiers Oui, ça mois. marche Ah non, bien, mais ce 60 truc. jours en 2 mois, Ça c'est en plus fait de ouais, 10 de par 10 jour. par jour. C'est plus de 10 par jour, c'est énorme. Donc, qui a entraîné la mort de 12 filles civiles et 10 soldats indiens. Et inversement, côté pakistanais, on accuse des Indiens de s'engouffrer dans leur territoire. En fait, c'est un véritable dialogue de sourds puisque aucun des 2 pays se met d'accord. Donc, ce qui donne à la région du Cachemire le triste record d'être l'une des régions les plus militarisées au monde.
et c'est-à-dire qu'on compte environ un militaire pour 17 Cachemiris. Alors l'Inde accuse les Pakistanais de plusieurs attentats et attaques perpétrées ces dernières années au Cachemire indien ou ailleurs. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, mais elle met notamment Lashkar et Toiba en cause. Alors lors des attentats, Lashkar et Toiba. exactement, lors des attentats de Bombay en novembre 2008, ces attentats, c'était une série de 10 attaques terroristes à Bombay qui a fait plus de 188 morts et dont 26 ressortissants étrangers. Et en fait, donc, ce mouvement, le Lashkar-e-Toiba, c'est un mouvement islamiste pakistanais qui prêche la libération du Cachemire indien par les armes. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. Hein. Les attentats de Bombay en 2008 Bah non, je sais pas. Ah bah, Ah, si, si. bonjour, Un faut culte. lire, faut lire l'actualité. J'espère un peu de soutien Et- parmi la Je soutiens, j'en ai pas Non, entendu mais parler non merci. plus. Tu soulèves un mais c'est point vrai. important Comme quoi. dans le sens où l'actualité indienne est très peu Très relayée peu. Alors que dans nos pays. Pour le nombre de morts qu'il y a On eu, est et d'accord. c'était un retentissement mondial, quoi. Je trouve ça un peu impressionnant. Mais continue. Donc voilà. Merci. Alors l'Inde reproche au gouvernement pakistanais en fait de soutenir ces groupes terroristes. Alors le Pakistan a arrêté certains de ses chefs, ses chefs du groupe, mais le pays refuse en revanche de rendre les prisonniers à l'Inde pour leur jugement. Donc l'Inde reproche même au Pakistan de mener une guerre par procuration au Cachemire indien et en fait ils accusent le Pakistan d'encourager des incursions de combattants islamistes qui bénéficieraient de l'aide des services secrets d'Islamabad. Mais il y a personne qui essaie d'apaiser la situation. Alors si, heureusement. Mais en fait, d'abord, j'aimerais quand même revenir sur les récents changements politiques des deux frères ennemis. Et toc. Et comme Répondre tu à l'as pas dit ta tout question. à l'heure, Flavien, en fait, Je t'ai fait il nous a emballe. parlé de Modi. Alors Narendra Modi, c'est qui ? C'est le premier ministre de la plus grande démocratie mondiale, l'Inde, depuis mai 2014. Et il est à la tête du parti Bharatiya Janata Party. Donc c'est le parti de droite nationaliste hindou et l'un des 3 plus importants partis politiques indiens et actuellement la majorité de la chambre basse. Alors le Modi, lui, il est connu pour sa fermeté et sa politique islamophobe. Le 26 septembre 2014, un tribunal de New York demande à Narendra Modi de répondre dans les 21 jours du chef d'accusation de tentative de génocide en relation avec les émeutes anti-musulmanes de 2002 qui a fait plus de 1 millier de morts. Ça, tu connaissais, Jo, t'en avais entendu parler? Oui, ça, bien sûr. Mais celui-ci, malgré son discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies, ne sera pas poursuivi davantage. Alors du côté pakistanais, on a Imran Khan qui est un ancien joueur de cricket qui a été élu Premier ministre le 18 août 2018, donc très récemment. Et dès l'annonce de son élection, il a fait savoir son souci de normaliser les 7 décennies de relations conflictuelles avec le voisin indien. Il l'a clamé au fort avec cette phrase « Si l'Inde fait un pas vers nous, nous en ferons 2 ». Donc du coup, on peut espérer une réelle amélioration des relations entre l'Inde et le Pakistan. Alors oui et non. Mais un vrai espoir plane sur le Cachemire, mais il est encore trop tôt pour savoir quelles vont être les politiques menées par les deux pays. De plus, il faudrait prendre un vrai recul si on se fie aux événements passés et actuels. Alors en fait, les militaires pakistanais ont une vraie mainmise sur le pouvoir politique pakistanais depuis longtemps. Une confrontation incessante entre le pouvoir civil et le pouvoir militaire perdure depuis 70 ans, et ce dernier n'est pas prêt de reculer devant la puissance indienne. Et le pays s'estime légitime pour gouverner la région du fait de la majorité musulmane. Mais que dit la communauté internationale dans cette histoire? Alors malheureusement pas grand-chose, et ça illustre un peu ce que tu nous disais tout à l'heure, Flavien, sur les attentats de Bombay. Donc les médias relayent très peu ces informations. Le haut commissaire de l'ONU, Zeid Ra'ad Al-Hussein, alors j'espère bien le prononcer, a demandé la constitution d'une commission d'enquête internationale pour investiguer sur les violations chroniques commises par des forces de sécurité en Inde et au Pakistan. Alors le document, qui s'attache plus particulièrement à la partie du Cachemire administrée par l'Inde, accuse l'armée indienne d'être responsable d'environ 145 meurtres illégaux, un nombre bien supérieur aux 20 personnes qui auraient été tuées par des militants au cours de la même période. Donc en fait, par cette logique de statu quo, les deux pays sont bloqués à se confronter. On peut comparer cette situation à la Palestine et Israël et le soulèvement cachemiri à une intifada. Alors la Nouvelle Chronique, qui est un site de relations internationales, a publié en début d'année cette phrase churchillienne. L'Inde a investi trop de sueur, de sang et de larmes pour abandonner le Cachemire ou Cachemiri, ou pire encore, le laisser tomber dans les bras du Pakistan. Alors tant que New Delhi et Islamabad ne trouvent pas d'accord, le peuple cachemiri subira violence, pauvreté et désespoir. Et l'on ne peut que constater que les récentes déclarations des dirigeants ne sont qu'un
cache-misère du Cachemire. Eh oui. Il est horrible ce jeu de mots. Monsieur Reste Monsieur nul. Nul. Soyez contents, j'ai mis du temps avant de le trouver. Alors reste à savoir quelle politique le nouveau Premier ministre du Pakistan compte mener face à la troisième puissance mondiale. Merci beaucoup Augustin, c'était très intéressant et on en sait de plus en plus. Bientôt vous pourrez faire, vous qui nous écoutez, une vraie dissertation. Et j'embraye justement, Ils doivent avoir j'embraye. envie, hein. Comment ? Ils doivent vraiment avoir envie. Hein. il faut avoir envie de parler de l'Inde parce que comme on vient de le dire, on en parle si peu. Il faut. C'est quand même la troisième puissance mondiale aussi, comme il vient de le dire. Et nous sommes là pour en parler. Médias, craignez-nous, car nous arrivons. Et justement, j'arrive pour vous parler d'un autre acteur très important, voire fondamental, dans ce conflit au Cachemire, puisque je vais vous parler, mesdames, messieurs, de la Chine. Voilà, la Chine. Alors, la littérature francophone est extrêmement pauvre en la matière. Si vous voulez faire des recherches sur l'Inde, mettez-vous bien dans la tête qu'il faut parler anglais. Heureusement pour vous, le professeur Serge Granger, qui enseigne à l'université de Sherbrooke au Québec, est un des spécialistes en la matière. Je vous conseille donc un de ses articles qui est vraiment passionnant, qui s'appelle « Méfiance indienne envers la Chine », paru en 2014 dans la revue du Monde chinois, qui nous plonge véritablement dans cette histoire contemporaine tumultueuse entre les deux géants asiatiques. Alors question, je vais vous la poser à tous. La Chine et l'Inde ont-elles été proches au point presque d'être alliées ? Est-ce qu'elles ont été proches au XXe siècle comme ça ? Non. Est-ce que vous Lors de avez un la souvenir ? décolonisation, non? Ouais, tout Ouais. à fait. Quel génie. Oui, puisque Ah, au moment... c'est ce qui la rapproche. Oh, oui, non, mais c'est complètement ça. Au moment de la décolonisation qui voit l'Inde en chef de file des non-alignés, le tiers-monde, le prolongement du mouvement gandhiste, les Indiens reconnaissent immédiatement la Chine communiste de Mao. Et donc, pour la petite histoire, l'Inde refusera même un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, un siège de membre permanent, La connerie. puisque la Chine n'était les pas nazes. reconnue. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce qu'aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. C'était Taïwan à l'époque. Et oui, tout à fait. Et maintenant, c'est la Chine qui est au Conseil de sécurité et plus l'Inde. Voilà. Ils se sont fait avoir. Eh oui. Donc, comme Trop quoi. gentil. Mais bon, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, puisque depuis, patatras. Patatras, diverses tensions, dont une guerre quand même, en 1962, dans la région d'Arunachal Pradesh, ont quantitativement réduit la qualité de leur relation. Alors, l'Arunachal Pradesh, c'est au-dessus du Bangladesh. C'est juste à côté du Tibet. Enfin, c'est juste en dessous du Tibet même, pour vous dire. C'est même presque sur le plateau tibétain. Presque, puisque nous avons l'Himalaya. Eh bien, il y a eu une guerre. Il faut savoir que depuis cette guerre, il n'existe pas un seul traité entre l'Inde et la Chine établissant des frontières communes. C'est-à-dire que l'Inde a des revendications sur le Cachemire, dont une partie est contrôlée par la Chine, et la Chine a des revendications dans l'Arunachal Pradesh que l'Inde contrôle intégralement. C'est tout de suite plus difficile, mais ça, c'est une autre histoire, et peut-être qu'on en parlera au détour d'une émission, qui sait. Nous verrons. Mais donc, le Pakistan, dans tout ça, est-ce que vous pensez qu'il joue les troubles faits entre la Chine et l'Inde ? Ah, Hmm, oui, moi je pense. C'est dans son intérêt. D'ailleurs, le Pakistan, comme je l'ai dit, a cédé des terres à la Chine. Tout à fait. Dans un premier temps, dans les années 60, la Chine s'est rapprochée du Pakistan, ce qui a grandement déplu à l'Inde, puisque vous savez qu'il y avait de grandes tensions depuis la Ils partition sont pas potes. Hein. du pays. Alors, quand le Pakistan a cédé la région cachemiri de la vallée du Shakhzam, alors là, ça n'allait plus du tout. Meilleure prononciation, toi. On Joséphine. sent que tu fais de l'hindi. non, pas du tout, vraiment. Non, c'est pas fou du tout. D'ailleurs, je m'excuse encore, vraiment. Alors, est-ce que vous pensez que le Pakistan a fait ça gratuitement ? Oula, non, il devait chercher un allié, lui. Et si se dit, tiens, si je donnais un bout de mon territoire à la Chine, parce qu'ils sont sympas, Pourquoi rigolos, machin. En plus, ils font très bien la cuisine. Non, pas du tout. Pas du tout, puisqu'en fait, ce qu'il se passe, c'est que la Chine apporte une aide structurelle et technologique très importante au Pakistan. Elle lui a permis de développer, par exemple, c'est qu'un des nombreux exemples, l'arme nucléaire.
Donc dès 1986, le Pakistan a pu commencer ses tests pour aboutir, comme Joséphine nous le disait, à une arme utilisable. Et puis l'histoire est aussi plus complexe. C'est-à-dire que la Chine s'est un petit peu emparée du territoire de l'Aksai Chin pendant la guerre avec l'Inde en 1962, qui fait partie du plateau tibétain. Voilà, et donc dans le même temps, le Pakistan, s'étant allié avec la Chine, s'est dit tiens, on va vous céder ces revendications, on va vous céder les revendications qu'on a sur ces territoires parce qu'en fait, c'était leur territoire, mais il faut savoir que ce sont des territoires désertiques. Donc finalement, il n'y avait pas grand monde et donc ils ont cédé leurs revendications et c'est comme ça que la Chine a installé ses postes frontières en plein. J'ai une petite question, mon Flaous, mais je ne sais pas si tu vas pouvoir m'y répondre. Est-ce que tu sais si c'est pour ça que le Dalai Lama il est allé se réfugier en Inde? Alors, le Dalai Lama, c'est autre chose. Ouais. Le Dalai Lama, c'est autre chose. Non, c'est pas pour ça. Mais je pense qu'on fera une émission Tibet-Inde, Dalai Lama. Des choses à dire. Oui, Ça peut être la prochaine d'ailleurs, mais enfin on verra ça. Mais non, c'est pas pour ça, c'est pas du tout pour ça, puisqu'en fait, si mes souvenirs sont bons, je suis pas expert sur le sujet, le Dalai Lama était à Lhasa. Oui, c'est ça. Et donc ces territoires donc, de l'Aksai Chin sont bien plus... À l'ouest, sud. À l'est, oui. Ils sont à au l'est. nord-ouest. Nord-est, j'aurais dit. Ils sont Oh en la bas. galère géographique. Sud-ouest, si c'est C'est-à-dire entre qu'il deux. y a la partie Non, ils sont en bas à gauche. pakistanaise. Ils sont en bas à gauche, oui. Sud-ouest. Alors là, ça, je suis sûr, c'est nord-est de l'Inde. Oui, mais moi je parle du Pakistan, le Cachemire. Ah bah, ça, par c'est rapport au le Pakistan, sud-ouest. c'est même au sud. Bon, c'est à Bon, côté bref, du Pakistan. on s'est compris. Voilà, c'est à côté du Pakistan. Nous reviendrons sur un débat point cardinaux la semaine prochaine. Enfin bref. Donc du coup, on pourrait se poser la question, mais au final, depuis 1962 tout de même, est-ce que ça va mieux ou est-ce que c'est encore tendax? Eh bien, c'est encore un peu tendax. Le professeur Granger disait déjà en 2014 que si diplomatiquement les rapports sont plus apaisés, les tensions et divergences, elles n'ont pas disparu, elles sont toujours là. La Chine est copain comme cochon avec le Pakistan, c'est peut-être pas le bon terme, alors que l'Inde ne trouve pas de fin dans son conflit au Cachemire avec lui. Alors tant que le territoire cachemire sera disputé par l'Inde et le Pakistan qui est allié avec la Chine, on voit mal comment la Chine et l'Inde pourraient s'entendre, d'autant plus que ce n'est pas le seul conflit frontalier. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'Arunachal Pradesh. Voilà. Donc quand la Chine s'immisce dans ce conflit par la revendication du plateau tibétain de l'Aksai Chin qu'elle avait, on va pas se mentir, délaissé, en fait elle montre une fois de plus sa puissance régionale, au déplaisir de l'Inde qui ne désire que rattraper son retard. Voilà, merci beaucoup. On voit que le conflit est encore loin d'être résolu et ça n'augure rien de bon pour les habitants de la région, n'est-ce pas Hugo ? Alors oui, non, pas vraiment. Moi, je vais préciser un peu tout ce qu'on a dit jusqu'à présent en parlant du cas particulier de la capitale d'été de la région de Jammu et Cachemire. Donc, cette ville s'appelle Srinagar. Un nom aussi charmant ne pourra que représenter un paysage magnifique. Vous aurez raison de penser ainsi. Bordée d'une montagne, de l'eau, d'un lac, cette ville que l'on baptise également la Venise de l'Inde. J'ai envie d'y aller là. Eh ben oui, tout le monde aurait envie d'y aller. Enfin, bon, juste selon le paysage. La suite est un peu moins idyllique. On attend la suite. Donc, cette Venise de l'Inde est la capitale d'été de l'État de Jammu et Cachemire. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de capitale ? Eh bien, cette appellation reflète la complexité de ce lieu, à savoir la tripartition qui morcelle cette région. En effet, cet État situé entre le Pakistan, l'Inde et la Chine a bénéficié d'une certaine autonomie reconnue par l'article 370 de la Constitution indienne. Ouais, on voit que je suis en droit. C'est Très la Constitution, très important. En compte, ceux qui ont dû tout apprendre par cœur, 370 quand même. La Constitution française est un peu plus courte et quand même, c'est pas évident. Ils appellent Charles de Gaulle, c'est pour ça. Ah, ça, Charlie revient. Alors, positionnant entre trois pays différents, trois cultures se partagent le territoire. Comme l'a dit Joséphine, autrefois, cette région était majoritairement islamique. Mais après la fin de l'empire colonial anglais, le phénomène de partition débuta et morcela l'empire colonial en deux territoires distincts. Tout cela conduisit de fait à la mixité religieuse et culturelle du territoire. Mais alors maintenant, où est-ce qu'on en est ? Comment les événements ont-ils évolué dans le bon sens, dans le mauvais sens, on ne sait pas trop. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que la présence de l'armée est encore très présente du coup. En effet, la force de sécurité des frontières est revenue en 2016 après 11 ans d'absence.
car en 2005, le gouvernement décida de rétablir dans sa mission première la défense des frontières plutôt qu'être une force anti-insurrectionnelle. Mais son retour au sein de Srinagar témoigne que la cohabitation culturelle se déroule un peu pas bien quand même. Hein. C'est dommage, ça. De plus, comme le présente le Courrier international, le 17 février 2018, des groupes séparatistes sont sortis dans la rue pour protester contre les nationalistes de New Delhi qu'ils accusent, et je cite, de vouloir modifier la démographie de la région. Cette protestation n'est qu'une suite logique, sachant que l'exécutif régional s'est effondré avec le départ du parti nationaliste du BJP chargé de la région Jammu et Cachemire, remettant aux mains de New Delhi la gestion délicate de cette région composite. Autre coup dur, l'article 35A de la Constitution indienne dispose que l'Assemblée législative régionale peut définir exclusivement qui peut être propriétaire foncier et résident permanent. Alors je vous dis pas le bazar que ça peut être. Ça doit être sympa, ouais. Ah oui, non mais affreux, ce qui induit qu'elle est en faveur de ceux qui correspondent au parti en place, induisant une discrimination et une application non égale du droit. Ah oui, mais les propriétés doivent changer très souvent, du coup, à chaque élection, toc toc toc. Ah oui, bah voilà, du coup, c'est totalement arbitraire et ça dépend de ceux qui sont au pouvoir. Et c'est pour ça que ça va pas du tout. C'est pas positif. Et ça bride la liberté de nombreux Cachemiris qui se voient refuser l'accès soit à la propriété, soit à la résidence. Et donc même si la Cour suprême a entendu des opposants à cet article pour motif d'atteinte aux droits fondamentaux, elle ne s'est toujours pas prononcée sur la question. Alors que la région s'estimait heureuse, entre guillemets, d'en avoir terminé avec ces cycles de colère liés aux élections municipales, déterminantes en matière de gestion du territoire et droits des résidents, ce départ du BJP annonce la possible renaissance de ces cycles mortifères et d'une lutte incessante pour une égalité de droits. Bon, pour résumer, on a non seulement la police des frontières qui revient en sein de la ville cachemiri, donc sous-entendant des répressions violentes des protestants, mais aussi un échec gouvernemental de tentative d'application égale du droit sur la région. Et donc voilà, et les conflits étant alors loin d'être solutionnés, Srinagar devra encore se cacher loin de la ligne de mire des colères insurrectionnelles et se plier aux normes inadéquates applicables. Merci beaucoup Hugo, effectivement c'était pas idyllique, non, pas du tout. Donc du coup je tiens à avertir les populations de Srinagar que je ne m'y rendrai pas tout de suite. Après j'ai quand même vu pas mal d'articles qui parlaient que le tourisme est quand même... Ça vient ? Ça revient, oui. D'accord. Ça revient, et j'ai vu pas mal d'articles alors peut-être avec plein de commentaires très positifs Peut-être. sur la région. Elle est magnifique, mais elle reste quand même très complexe. Vaut-il mieux un gilet pare-balles ? Je n'en sais rien. Ah, parce que j'en ai pas, et c'est très lourd dans les valises. Vaut mieux aller à Tahiti, moins risqué. Oui, Tahiti, oui, plaisant, mais peut-être. pas, oui, effectivement, mais c'est pas en Inde. Non, c'est pas en Inde, non. C'est pas en Inde. Et On comment parle d'une destination. C'est vrai, cela dit, il y a la mer, alors qu'au Cachemire, non. Affaire à suivre, nous verrons ça aux abords de l'été. Donc on se rend bien compte donc que ce conflit touche un peu toute la société. Et en parlant de société, je crois que Mathieu va nous parler de soft power. Merci Flavien. Alors salut à mes chers futurs auditeurs. Et c'est votre futur chroniqueur préféré pour vous servir. Bonjour Mathieu, vous rendiez bien compte. Faut vous rendre bien compte de ça. Bon alors déjà quelques mots d'introduction. Comme dans une bonne dissertation, après l'accroche, on définit les termes du sujet. Donc dédié à tous mes profs d'histoire. Là, vous voyez, j'ai appris. Dixit, celui qui a les meilleures notes. Le soft power désigne donc la capacité d'influence et de persuasion d'une entité, sans contrainte. Cette notion est faite de nombreux éléments. Pêle-mêle, la communication, la langue, la technologie, la philosophie, l'attraction culturelle. C'est surtout du dernier volet dont je vais parler. C'est quoi les attractions culturelles ? Bah, j'allais justement embrayer là-dessus, merci. Donc je vais parler de sport, de transpiration, de victoire à l'arraché, d'exploits retentissants, de stade en délire. Ça fait rêver, hein ? Devinez le sport. Je vous préviens, c'est pas en foot ou en handball qui donnent leur vie pour la suprématie de leur pays. Cherchez plus obscur. 3 roupies pour le gagnant. Du surf ? Du ping-pong, le water polo, la pétanque, la natation, la pétanque Ricard, pétanque Ricard, tout à fait. Non, vous êtes le loin. beer pong. Oui. Ah, j'aurais aimé le beer pong, mais la non. gymnastique, la danse indienne, le hula hop. Non, quelque chose qui vient qui a le même nom qu'un insecte. La zumba, le cricket, la mouche. Wow, oui, c'est la bonne réponse. Jamais. Oh là là, Ton animal préféré. 3 roupies pour toi. C'est ton animal Ouais, préféré. merci. Mathieu, hein. Ouais, donc le cricket est donc une des principales représentations du conflit dans sa facette non violente entre l'Inde et le Pakistan.
Pour vous donner une idée, la confrontation qui a eu lieu en 2015 entre les deux équipes a rassemblé 1 milliard de téléspectateurs. Waouh. 1 Oui, milliard. merci. Impressionnant. Ouais, vous rigolez, mais c'est quand même 10 fois plus que le Super Bowl en moyenne et Oui. même environ autant que la finale de la gros. Coupe du Monde de foot. Ouais, et 30 000 de moins que nous quand même. hein. De Ça fait quand même Non. Ah, beaucoup. Hein, pour Je- les je- Indiens. Comment ça, 30 000 de moins que nous? Non, non, je me retiens. Ouais, Oui, c'est ça, bon. 1 milliard. Alors donc, bon, ce chiffre, c'est vrai qu'il est aidé par le milliard 200 millions d'Indiens, mais quand même, faut se rendre compte de l'événement, c'est énorme. Bon, donc je vous passe les règles, c'est interminable. Et même avec des schémas et vidéos expliqués, je n'ai pas tout saisi. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un sport anglais. Bon, bah comme 90% des sports en fait. Ça explique pas mal de choses déjà, la complexité. Ouais, c'est un et comme sport d'habitude, anglais. d'ailleurs, les D'accord. Anglais, aux sports qui sont inventés, ils sont très moyens. Ils sont largement en dessous des Indiens. Et donc, c'est un sport anglais qui a été ensuite exporté dans tout le Commonwealth, donc, dont les Indes et le Pakistan. Ça joue sur un terrain ovale avec une balle et une batte plate à 11 contre 11. Donc là, c'est facile. Il faut marquer des runs en courant d'un côté à l'autre de la zone et d'échanger les places entre les batteurs. Dans une série, sauf si le guichet est détruit ou la balle gobée. La partie peut durer jusqu'à 5 jours comme 3 heures si on joue au test cricket ou en T20. Donc là, c'est plus dur. Et encore, je suis resté soft. Moi, 5 tu m'as jours. déjà perdu. 5 jours, ouais, et 5 ils jours. font- ils font des petites pauses quand même de temps en temps. Je- Ouais, donc évidemment, je vais vous épargner ça. hein. Je suis resté sur quelque chose. Comment tu gobes la balle? Tu gobes la balle, alors c'est juste gober, c'est le terme de l'attraper sans la relâcher. Ah, d'accord, ouais, je me Et suis tu- imaginé un Voilà. autre. Et Mais quand bon, tu dis même moi, dé- j'ai pas tout gober- compris. Je suis pas encore Détruire le expert. guichet, tu détruis littéralement le guichet. Ouais, ouais. Ah, d'accord. Ouais. C'est sympa comme ça. En En vrai, cricket, c'est broke the wicket. Mais attends, juste du coup, on dit cricket ou cricket? Parce que Ah je oui, vais pas Alors mettre normalement, ça, déjà, moi. c'est ni l'un ni l'autre, c'est test cricket. Oula, bah tu Touch vois. cricket. Moi, je vais Et remettre ça. maintenant, en le cricket le plus pratiqué, c'est plutôt le T20. Ah oui. Le T20. C'est donc Petit la version qui dure 3 heures, alors que le test cricket peut durer 5 jours. Aussi, T20, je fais ça souvent. Ah ouais, T, donc T20. bon, bah, je vais vous épargner ça, hein, parce que bon, les règles, ça va être compliqué. Et vous parler plus simplement des rencontres qui ont eu lieu entre ces deux équipes et leur dimension symbolique. La première a eu lieu du 16 au 19 octobre 52. Et oui, rappelez-vous, les parties peuvent durer longtemps. Là, elle a duré 3 jours. 3 ans seulement après la guerre pour le Cachemire. Donc c'était vraiment une partie très symbolique. Et à la manière de l'Argentine 34 ans plus tard, après la guerre des Malouines à la Coupe du Monde de foot face aux Anglais, la rencontre peut être gage de revanche pour le Pakistan. Mais contrairement à l'Argentine, ils se font tartiner. Et oui, 3 jours de match seulement, Il est horrible. ça représente en quelque sorte un 6-2, 6-1 en tennis ou un 42-6 en rugby. Vraiment, 3 jours, c'est une humiliation. Et ce n'est que le début de la longue rivalité sportive et hautement symbolique, émaillée d'incidents évidemment, sinon ça ne serait pas drôle. Comme en 1992 lors d'un match à Sydney où la pression est montée entre les joueurs suite à des insultes à répétition des joueurs indiens sur un batteur pakistanais. Alors l'arbitre évidemment n'est pas intervenu car selon l'Express bien sûr il ne comprenait pas l'hindi. Ce qui n'est pas pratique. Nouvelle excuse. Enfin bon, ça devrait quand même être Ah non, évident. Une fois de plus, l'Inde s'impose. Dans ce genre de match, la fin justifie les moyens. Leur confrontation la plus connue et illustrant le mieux ce principe de rivalité symbolique est celle qui suit. Contexte. Old Trafford, le théâtre des rêves, 1999. Deuxième tour de la Coupe du Monde. Il fait chaud. Manchester voit des milliers de supporters indiens et pakistanais, comme en mission pour leur pays. Les bars et les rues en sont remplis. Le match est d'autant plus spécial du fait qu'il a lieu pendant la guerre du Kargil au Cachemire. L'ambiance est électrique. Un drapeau indien est brûlé devant le stade, des échauffourées éclatent, des insultes toujours autant incompréhensibles pour les arbitres fusent, interpellations en masse. Niveau sportif, le Pakistan fait face à une nouvelle victoire indienne. Dur. Son image n'est pas aidée par ses résultats. Attends, parce que ils ont quand même gagné une fois. Ouais, bien sûr qu'ils ont gagné. Attends, sinon, ce serait naze. Je peux te dire que ça leur a fait plaisir, surtout aux joueurs, vu les larmes de joie qui coulaient sur leurs joues et même celles de leurs compatriotes. Le match a eu lieu sous les yeux des deux dirigeants réunis pour l'occasion, en 2005 à New Delhi, en terre indienne. Victoire du Pakistan. Historique. Nous sommes à Lyon. Si Lyon gagnait tout le temps contre Saint-Etienne, il n'y aurait plus de rivalité. Exactement, non, mais la rivalité est faite de victoires des deux. Mais c'est dangereux, ça peut engendrer encore plus de conflits après. Non, niveau, non. honneur ou je sais pas, ils peuvent se dire bah tu sais quoi, du coup je vais envahir ton pays. Bah non, mais justement, Ah bah t'as gagné, je t'envahis. Je vais un peu Toc. loin peut-être. Très équitable. tu fais bien de parler de ça, Joséphine, parce que
maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une bonne rivalité parce que, comme je l'ai glissé subtilement juste avant, les deux dirigeants étaient présents. Ce qui signifie donc que le Premier ministre indien a invité le président pakistanais. Ces matchs de cricket permettent en fait maintenant de maintenir le processus de paix entre les deux pays. C'est aussi ça la force du soft power. Il a rapproché ces pays autour d'une culture commune, celle de ce sport de gentleman, anglais à la base. Ça s'appelle maintenant la diplomatie du cricket selon Le Monde. Et c'est très sérieux. Un historien du cricket, et oui ça existe, vous pouvez voir comme c'est sérieux, Boria Majumbar, et bon excusez pour l'accent, j'ai fait mon maximum, mais bon c'est toujours limite. On va y arriver. Non mais vraiment. On va s'entraîner. On va s'entraîner. Oh, mais on va s'entraîner au fil de l'année, on y arrivera très bien. Je trouve qu'au fur et à mesure on gagne. Hein. Boria Majumbar. Oui. J'ai passé espagnol d'un coup. Eh si. Ouais, donc lui il a dit que historiquement, à chaque fois que l'Inde et le Pakistan ont traversé une période de tension des relations bilatérales, le cricket est venu à la rescousse. Selon lui, c'est donc une arme diplomatique efficace. C'est impressionnant quand même ce sport qui règle, enfin qui apaise des conflits. On avait fait une émission sur le sport il y a maintenant 6 mois. Et on en avait parlé que le sport apaisait beaucoup de choses et c'est vraiment très sérieux. T'en parlais, la diplomatie du sport est vraiment très importante. Ouais, mais t'as tout dit, putain, décidément tu t'exprimes tellement bien. Bellâtre. Le cricket depuis le début donc joue un rôle primordial au sein du conflit indo-pakistanais. Et oui, on répète encore indo-pakistanais, et alors c'est la dernière fois que je le dis. Il a été facteur du conflit puis finalement de réconciliation, de cohésion. Cela s'explique du fait que le soft power, surtout entre puissances nucléaires maintenant, est capital, dans le sens où une guerre armée ne peut plus vraiment éclater, d'où son développement au XXe siècle par les États-Unis par exemple. Bah merci beaucoup Mathieu. De rien, ça m'a fait vraiment plaisir. J'ai toujours rien compris aux règles du cricket. Non, mais regardez des vidéos dédiées, j'ai essayé et j'ai abandonné au bout d'une demi-heure. Hein, mais je vous propose qu'on passe à une émission télévisée la prochaine fois et qu'on essaye pour Noël, match de cricket. Puis c'est très sympa parce que les Indiens ils ont le sens du spectacle et donc là-bas la ligue de cricket, j'ai regardé un peu, t'as des explosions, des boules de feu avant les matchs. Non mais c'est un truc de fou. Il y a des roquettes. C'est à l'américaine mais en plus abusé, comme les Bollywood un peu. Ouais, c'est ça. Les gens s'insultent sur le terrain. Ah mais vraiment c'est incroyable. Vous regarderez Ligue T20 Inde sur YouTube, vous allez voir les choses incroyables. devant toi, t'es pas refait. Quoi. Ah ouais, non mais les matchs c'est. S'ils sont pas contents, ils détruisent le guichet. C'est une ligue encore plus regardée que la Barclays Premier League, donc. D'accord. Faut se rendre compte. Eh bien, nous regarderons. Et vous regarderez, n'est-ce pas, chers auditeurs, vous regarderez. Mais après cette petite touche sportive, on est fatigué, Mathieu, et on a besoin d'une petite touche culture. Et pour ça, Lucille, tu es toujours là. Oui, parce qu'avec l'ouverture de la Fashion Week et le froid qui commence à se faire sentir, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler cachemire. Merci. Très bonne Merci. C'est quand même meilleur que celle d'Augustin. C'est assez doux comme jeu de mots. Hein. Oui, moi je trouve ça, oui, c'est acceptable. C'est un sujet que l'on oublie bien souvent car oui, au Cachemire, donc la région, la situation est assez préoccupante. Comme nous l'avons déjà dit, le Cachemire c'est des terres disputées entre l'Inde et le Pakistan suite à l'indépendance des deux États en 1947. L'Inde réclame l'intégralité du Cachemire, en plus des territoires qu'elle contrôle déjà, alors que le Pakistan revendique l'état du Jammu et Cachemire que l'Inde maîtrise. Et depuis 1990, dans ce même état, a été instaurée une disposition constitutionnelle spéciale qui autorise le gouvernement indien à mettre en œuvre un régime militaire où les libertés fondamentales n'existent plus, ce qui fait du Cachemire l'une des zones les plus militarisées du monde, comme l'a dit Augustin. Ainsi, la vie culturelle a totalement disparu du quotidien anxiogène des Cachemiris. D'abord, le niveau d'éducation a été très ralenti, puisque le média indépendant La Conversation nous apprend que lors des jours des années scolaires normales, c'est-à-dire sans insurrection, 50 à 80 journées d'école sur 180 sont perdues à cause des couvre-feux. La fonction socialisatrice de l'école est alors en berne, puisque même les activités extrascolaires sont impossibles à mettre en place. J'en connais qui seraient contents des cours ratés. Hein. Finalement, Mathieu, ils vont autant à l'école que toi en amphi. Oh, le coup bas. C'est le coup bas. Plus j'ai chant. Je vous jure. Ensuite, d'un point de vue culturel, les cinémas ont été fermés et convertis en postes militaires. L'unique galerie d'art fut fermée en 2014 par les autorités indiennes et les quelques spectacles et représentations qui s'y tiennent de temps à autre sont sous tension. Le magazine Le Point nous offre un exemple puisqu'en 2013, un opéra du chef d'orchestre indien
Zubin Mehta a été annulé. Ouais, pardon, monsieur. On travaillera, on travaille. Ouais, non mais pardon, monsieur. Et puis pardon, parce que ton concert a été annulé au dernier moment suite à des manifestations cachemiris. On rigole, mais c'est vraiment pas drôle. Pas du tout non, je dis des choses vraiment. C'est vraiment un sujet lourd aujourd'hui. Mais oui, heureusement qu'il y avait Cricket qui était là pour adoucir un peu tout ça. Heureusement. Ah bah oui. Et donc bref, le concert de ce monsieur a été annulé au dernier moment suite à des manifestations cachemiris dénonçant la légitimation de la répression indienne de ce concert. Donc les quelques artistes qui essaient tant bien que mal de dénoncer la situation sont réprimandés, soit par le gouvernement indien, soit par les musulmans radicaux. Mais j'ai quand même réussi à trouver un artiste engagé, un rappeur du nom de MC Cash, qui parvient à porter la voix des Cachemiris. Ah oui. Énervé. Ah bah oui. C'est le charisme du Cachemire. Oui, puisqu'il explique au micro de France Inter, je cite, « Je ne fais rien contre l'Inde, je suis seulement humaniste. Quand je dis que mon ami a été tué par l'armée indienne, c'est la vérité, mais je ne peux pas le dire. Après, vous appelez cela une démocratie. » Fin de citation. Donc par le rap, il dénonce un environnement sous pression, où les amis se font arrêter sans raison, où l'on se fait tuer, où l'on finit par se droguer et sombrer dans la dépression. Pour lui, le rap est une libération émotionnelle. La musique est une arme avec laquelle on entend bien atteindre le monde entier pour raconter la situation abominable au Cachemire. Un peu comme nous à cette heure. Hein. Un petit bien peu. Sûr, tout à fait, évidemment. Tout à fait. Mais je suis là pour proclamer ces paroles. Le Cachemire, non mais vraiment en plus, hein, on espère qu'il va y avoir du mieux, hein, parce que c'est pas rigolo. Hein. Non. Je dis ça comme ça avec ma petite voix d'ange. Peut-être m'entendrais-tu. Flavien, s'il y avait que des gens comme toi. Ah ça, mais la terre irait mieux. Nicolas Hulot serait encore au gouvernement. Et voilà. oui. Gérard Collomb aussi. Président. Ah non, Gérard Collomb. Même pas besoin de traverser la rue en plus. On lui a coupé sa chronique. Oui, non mais je vois, mais merci. Oui, désolé. Mais tu nous fais, oui, c'est une espèce d'attractivité naturelle que tu as. On a envie de te parler. Voilà. C'est sympa, merci beaucoup. Alors que tu as, étrangement, avec Joséphine, pas du tout. Merci Flavien. On en parle après. Je te retrouve dehors. On se bat, mais on se bat. Le marave, il va rien comprendre. On se bat au cricket, je vais te faire gober des balles. Alors, non. Ah, c'est dit, maintenant on va voir ce qui va se passer. Tu as des problèmes, toi. Il y a aucun... Affaire de Guillaume, Joséphine, #MeToo, t'as des choses à nous raconter. Non, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, j'embrasse Martin. Ah bah j'espère vraiment qu'il écoute là du coup. Non, ce n'est que de l'humour. Bref, Lucille, sors-moi de cette situation. Oui. MC Cash, je ne sais pas si lui gobe des balles, mais pour lui... Des boules, il avait dit des boules. Ah, des boules, pardon. Non, j'ai dit des balles. Il me semblait des balles. Bon, en tout cas, pour lui, le rap, c'est un moyen de dénoncer la situation au Cachemire et donner une voix à son peuple. Mais la vérité dénoncée dans la musique d'MC Cash et sa popularité grandissante perturbe et agace le gouvernement indien. Parce qu'en août 2016, par exemple, les militaires ont essayé de l'arrêter après un concert, mais la foule l'a protégé. Depuis, il est en Europe, où il espère bien se faire oublier avant de rentrer. Donc c'est vraiment pas drôle, mais c'est pas marrant du tout. On va Est-ce qu'il fait des concerts en Europe, tu sais? J'en sais rien du tout. On va écouter. Mais on va l'écouter maintenant tout de suite. C'est MC Cash tout de suite sur le 3e lieu. What up, y'all? It's me. Who? MC Cash. Black, you motherfuckers are blind to the facts. Cause all you see is goals, but you never see the cracks. You're on the right side, but you walk the wrong tracks. Plus the people who rule you are worse than rats. These self-proclaimed, self-righteous people be using your tax money for everything called evil. And you just shut your eyes cause you hate reality. Like those coward dumb fucks engineering immortality. Parliamentarian stupids be talking revolution while supplying our streets with drugs and prostitution. Stupid fucks be socializing with rats who ain't given a chance will shoot a hole in their backs. Motherfucker, do your math. You taking orders from the same bitch mates who engraved minds in your path. Even when Jesus comes, you still be a slave, or you'll be dead and forgotten, regretting in your grave. Splinters of ignorance still lodge in your brain, knowing only hellfire will put an end to your pain. And even if all your life you try to do what's right, they will murder you and put an end to your plight. Everything that you fight for be lost with no trace. And these bitches will probably shit and piss on your face. Little faggots, yeah, trying to be hard, instead
is the crusade and a fool started the war. I don't give a fuck whether you live or die. You go to heaven or your soul will fry. Cause all I know is what's beneath the sky. Let the Armageddon come and even swords will cry. I don't give a fuck whether you live or die. You go to heaven or your soul will fry. Cause all I know is what's beneath the sky. Let the Armageddon come and even swords will cry. Merci à tous d'avoir écouté cette émission. C'était hard. C'était c'est sympa. Hein. Ce qu'il fait est vraiment lourd. On se retrouve pour la prochaine. Oui, on arrive à situer les différents intérêts présents au Cachemire. La situation est difficile, hein. Certes on l'a vu, on a du mal à trouver le terme, hein. Qu'est-ce qui va se passer au final, mais on peut se rendre compte quand même que si aujourd'hui cela nous paraît inextricable, les intérêts plus grands des pays concernés permettront peut-être un jour de dépasser ces clivages. Utopisme, idéalisme, l'histoire nous le dira. Ne manquez pas la semaine prochaine, même heure, même endroit, l'émission d'Allah Aboulay sur l'Amérique du Sud. C'était la PNIX sur le 3e lieu, votre radio étudiant. Ich bin ein Berliner. Entre ici, Jean Moulin. Yes, we can. Je vous ai compris. C'est un vieux pays. Vive le Québec libre. I have a dream. I have a dream. Jean Moulin. Yes.